Coucou tout le monde. Alors, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte et que Nathalie arrive aussi. En même temps, je m'installe. Voilà. Allez, on est parti pour une heure de live ensemble. Et c'est parti. On va parler de nos soirées de maman. Coucou Hélène. On attend que Nathalie arrive. On va pouvoir commencer le live après. On va parler de nous les mamans, de nos soirées de maman qui sont parfois un petit peu sportives. J'espère que tu vas bien et que ça se passe bien pour toi. J'espère qu'on m'entend bien aussi d'ailleurs. Mais je pense que oui. Alors Nathalie m'a mis un message à l'instant, elle arrive. On va pouvoir se retrouver ensemble. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de manger tranquillement, d'être avec vos enfants un petit peu. Moi, je suis contente de vous voir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un live. Le dernier, c'était avec Elodie. On avait parlé des livres. Donc, ça faisait un petit moment. Je suis contente d'en refaire un aujourd'hui avec Nathalie. On va parler d'un sujet passionnant sur les soirées de parents. On va voir ce qui est compliqué aussi. On va aussi parler peut-être de nos expériences. Et puis, on va parler surtout du sommeil des enfants. On va répondre à vos questions. Coucou Nathalie, je te vois. Je crois qu'il faut que tu demandes à rejoindre. Alors, je t'accepte. Accepter. Peut-être que le temps que ça réagisse. Ça met toujours un petit peu de temps à marcher. Hop. Je t'accepte, hein, je ne fais que cliquer, donc j'espère que ça va marcher. Hop. Bon, je sais pas pourquoi j'accepte, j'appuie. Ça va finir par venir. Alors. Pourquoi ça ne veut pas te lancer ta vidéo? Ouais, essaye sinon. Ouais, essaye ça, de sortir et revenir, parce que ça me dit que tu peux pas rejoindre. Donc je t'attends. Hop. C'est bizarre que ça marche pas. D'habitude, ça fonctionne. Alors, Ah, ça y est. voilà. Ça y est, on a réussi. Allez, Comment tu je vas? vais me mettre. Bah écoute, ça va. Oh là là, punaise, qu'est-ce que ça me change? Je suis pas maquillée, tu vois, alors ça me donne un teint à peu près Mais comme quand vous êtes matin. c'est le soir, là, on est chill. On peut être en pyjama, hein, si on veut, on s'en fout. Non, mais en plus, là j'ai mis ma lumière, normalement, qui est un peu plus couleur orangée, mais j'ai l'impression que ça me faisait toute blanche. C'est très bizarre. Non, mais c'était très bien. Ne change Voilà. rien, c'est parfait. Alors, les gens, il y a des personnes qui veulent venir. Il y en a qui m'ont écrit pour dire qu'ils étaient en plein tunnel du soir, en pleine crise avec les enfants, que c'était un peu compliqué. Donc, soit ils vont nous rejoindre en cours, soit ils vont faire ce qu'ils peuvent et écouter en replay ou voilà, on verra bien. Donc, on va pouvoir commencer. Je suis contente de te voir. Ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu. Bon, on échange, mais voilà, ça fait longtemps. Et donc, moi, je vais me présenter déjà. S'il y en a qui viennent là, qui ne me connaissent pas. Donc, je m'appelle Betty. Je suis accompagnante parentale. Je suis éducatrice Montessori. J'ai une formation en psychologie et j'ai fait de la CNV, de la communication non violente pendant 1 an et demi. Et je suis maman de 3 enfants de 2 ans et demi. Je connais encore un peu les tempêtes émotionnelles, du coup, ça va. De 7 ans et de 10 ans et demi. J'ai un peu tous les âges. Il me manquerait un ado, ben voilà. Ça va arriver, l'ado, mais pas tout de suite.
Voilà, et donc ce soir, on se retrouve pour parler de nos soirées de maman, qui sont parfois un petit peu compliquées, un petit peu challengeantes, parce que bah, le soir, on est crevé, on est tous fatigués, on a tous eu notre journée, nos enfants aussi, nos enfants qui ont beaucoup moins de filtres, parce que bah, ils n'ont pas un cerveau aussi bien développé que le nôtre, donc ils sont très bruts, ils vont vraiment exprimer les choses telles qu'ils les ressentent, et nous, on ne sait plus comment faire, parfois on se sent démunis, on ne sait plus comment gérer. La soirée vire à la catastrophe entre le stress qu'on a, tout ce qu'on a à gérer à faire, entre le repas, les devoirs, les bains, machin, et les enfants qui courent dans tous les sens. Bref, ça peut être un petit peu challengeant. Donc, bah écoute, je suis ravie de te recevoir là-dessus. Tu es là parce que tu complètes en fait ma formation avec ton expertise. C'était très important pour moi de faire un accompagnement sur le tunnel du soir qui soit vraiment très complet. Et moi, je me suis dit, s'il y a rien sur le sommeil, s'il n'y a pas quelque chose qui va les aider, si le sommeil est compliqué, bah, ça va gâcher tout ce qu'ils ont mis en place dans le tunnel du soir et franchement, c'est dommage. Et je voulais vraiment quelqu'un qui soit formé, qui s'y connaisse, qui soit sérieuse. Je connais tes valeurs, je sais qu'on a les mêmes valeurs en termes d'éducation, de bienveillance éducative. Donc, bah, j'avais envie que ce soit toi qui le fasses parce que je te fais entièrement confiance. Si tu veux te présenter, Nathalie, je t'écoute. Enfin, on t'écoute. Oui, pas de souci. Alors, j'espère qu'il n'y aura pas de problème de cut parce que je vois que la connexion est pas forcément super bonne. Moi aussi. J'espère. Est-ce que ça va? Parce que je vois que c'est à moitié figé. Alors C'est toi, je te pénible. vois, enfin, je t'entends très bien, c'est pas haché, mais t'es un peu figé là. Tout à l'heure, tu l'étais D'accord. pas, mais sinon, t'entends très bien. Ok. Bon, alors je vais continuer. Il ne faudra pas hésiter à me dire parce que là, moi, tout est figé de mon côté. Alors, du coup, non, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, Est-ce que donc tu moi, c'est ouais, Nathalie, effectivement. Moi aussi, je suis maman. Donc, j'ai une fille qui a 10 ans et demi. Voilà, donc nos aînés ont les mêmes âges. une Donc, image. bonjour à toutes les personnes qui arrivent et qui nous souhaitent aussi bonsoir. Et donc, bah, ce tunnel du soir, c'est sûr que j'y étais moins confrontée parce que j'ai eu qu'un enfant, mais moi aussi, avant d'avoir cette activité d'accompagnante parentale, j'avais aussi une activité en tant que salariée très chargée et bah, fallait aussi gérer, mine de rien, bah, les fins de journée, les enchaînements, etc. Mm. Voilà. Donc, pour résumer un petit peu mon parcours, moi, c'est la pédagogie Montessori qui m'a amenée aussi à faire de l'accompagnement parental, que j'ai découvert pendant ma grossesse, que j'ai appliqué dès la naissance. Toi aussi, bon, tu es même éducatrice Montessori, donc c'est vrai qu'on a beaucoup de choses communes dans l'accompagnement des enfants notamment. Et bien sûr, bah, je me suis formée au développement de l'enfant et donc à tout ce qui pouvait être relatif au sommeil parce que c'est la plus grosse bah, demande des parents. Et donc, Mm. dans les accompagnements sommeil, j'étudie tous les sujets qui peuvent être en lien, avoir un lien avec le sommeil et donc impacter bah, positivement ou plus négativement le sommeil. Et donc, bah, c'est sûr qu'au bout du tunnel du soir, il y a l'endormissement et la mise au lit. Donc, bah, c'est sûr que c'est un peu le. Je sais C'est pas pas si la c'est la lumière cerise sur au le bout du gâteau, tunnel. mais. On espère que c'est pas la lumière au bout du tunnel, on espère au contraire le noir, le silence. Et on va se coucher. C'est ça. Exactement. Et donc, bah, je serais ravie du coup bah, d'intervenir pour cette masterclass dans ton programme qui sera du coup vraiment personnalisé avec les demandes des participantes. Donc, j'attendrai d'avoir vraiment toutes vos situations, vos retours pour la créer sur mesure pour le programme de Betty pour que ça corresponde vraiment en fait à vos attentes parce que suivant les situations, l'âge des enfants, etc., les problématiques peuvent être un peu différentes. Mm. Et bah, il y aura forcément des choses communes sur lesquelles je pourrais partager. Et du coup, de sorte que ça réponde vraiment bah, aux attentes des situations de chacune des familles. Voilà. Eh ben, écoute, moi, contrairement à toi, je n'ai pas mis tout ça en place avec mon premier enfant parce que je ne connaissais pas tout ça. C'est ma fille aînée qui m'a plongée dedans parce que j'ai galéré avec le sommeil de mes enfants. Donc vraiment, je compatis plus avec toutes les personnes qui connaissent ça parce que je l'ai vécu et je sais ce que c'est et je sais la douleur que c'est de voir les heures passer et un bébé qui dort pas, qui pleure, qu'on essaie de poser, mais qui hurle, qu'on reprend et nous on peut pas dormir. Bref, je compatis, mais vraiment, je le dis souvent en message privé, mais c'est vraiment pas rien. C'était vraiment une souffrance, une douleur, une torture même, donc je comprends. Et c'est ma fille qui m'a fait tout remettre en question, qui m'a fait chercher, alors que j'étais diplômée en psychologie, je ne connaissais pas Montessori. Enfin, j'ai vraiment appris énormément de choses grâce à elle et j'ai choisi de me former
Ah, on a perdu Nathalie, elle va revenir, c'est pas grave, je vais continuer. J'ai choisi de me former pour aller ensuite un petit peu plus loin avec mes deux autres enfants. Et j'ai vu clairement la différence entre ma fille aînée, où ça a été un petit peu galère, où j'ai vraiment le sommeil, c'était compliqué. Enfin, moi, je m'attendais clairement bêtement à ce que mon enfant, je le pose, il dorme. Voilà, c'était un bébé, pour moi, il mange, il dort, pas compliqué, hein, on le pose, il va dormir. Eh ben non, j'avais tout faux, ça s'est pas passé comme ça et je vois que j'étais pas la seule. Nos aînés nous ont beaucoup appris. Elodie, pareil, t'as galéré aussi. Vraiment, on s'en souvient que c'est une vraie galère, une vraie torture et que c'est hyper compliqué quand ça se passe pas très très bien avec nos enfants. Bon, j'essaie de récupérer Nathalie pendant que je vous parle. On va pouvoir répondre peut-être à vos questions. On en a eu pas mal. Ah, on récupère Nathalie. Désolée, franchement, C'est pas grave. c'est mon application qui a fermé, ça a complètement déconné. Je sais pas pourquoi. Bon, bref, c'est vraiment pénible cette histoire. Ça a tout figé et en fait, ça a fermé Instagram. Donc, j'étais Non, mais obligée de c'est, revenir. t'inquiète. J'ai continué de parler, moi. J'ai brodé, j'ai parlé un T'as petit peu bien dans fait. l'histoire comme ça. Non, mais oui, j'écoutais parce que figure-toi que quand je me suis reconnectée, et ben, ça m'a mis ta discussion d'avant que tu étais en train d'expliquer que j'ai raté. Donc, bon, D'accord. laisse tomber le décalage. Bon, est-ce que tout le monde entend bien? Est-ce que ça va? Parce que si on commence à répondre à vos questions, Oh eh mon ben, on Dieu. est là pour ça, donc on va y répondre et j'espère que ça va vous aider et vous donner des petites choses pour vos enfants. On en a eu quelques-unes, donc merci pour vos questions. C'est trop Ouais. bien, c'était trop passionnant de les lire. Moi, j'adore voir aussi qu'est-ce qui vous pose question, où vous en êtes dans votre cheminement de maman et comment on peut vous aider. Alors, t'es prête? Oui. Parce que la spécialiste de sommeil, c'est toi. Donc la première question, c'est Tatiana qui nous demande, mon fils de 2 ans fait des crises et des pleurs au coucher pendant 2 heures. Elle est obligée de le bercer. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Ok. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas trop d'éléments de contexte et dans un contexte d'accompagnement, j'aurais 50 000 questions à poser parce qu'il peut Je y me avoir doute beaucoup de bien. choses à poser. La première question que j'aime, par exemple, à laquelle alors, si la personne est là, je pourrais même poser les questions et elle pourrait répondre. Mais par exemple, des questions qu'elle-même peut se poser dans sa situation, ça va être est-ce que cette situation, elle est uniquement lieu le soir, au coucher du soir, ou est-ce qu'à la sieste, c'est aussi la même problématique, par exemple, parce que ça pourrait indiquer en fait certaines choses. À 2 ans, faut savoir que la peur du noir, etc., c'est quelque chose qui commence à arriver. Les cauchemars aussi, c'est à peu près vers cet âge-là qui commence à arriver. Donc il peut y avoir une peur, cette peur par rapport au noir. Oui. Il y a aussi l'angoisse de la séparation qui va être activée vers 18 mois, 18-24 mois. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Après 2 heures, c'est vraiment très 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 long. Donc, alors pour des enfants plus petits, j'aurais pu dire ah peut-être que c'était pas la bonne fenêtre de fatigue, l'enfant n'est peut-être pas assez fatigué. Mais là en fait, j'ai pas le contexte, je sais pas à quelle heure c'est le soir, est-ce que l'enfant a bien dormi la journée ou pas. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments par rapport au rythme de la journée de l'enfant aussi qui peuvent influer sur le fait qu'un enfant aille se coucher ou pas facilement le soir. Par contre, quand on me dit c'est 2 heures et que c'est la crise tous les soirs, il y a quelque chose qui a l'air plutôt de l'ordre émotionnel qui l'empêche en Mm. fait d'aller se coucher sereinement. Et donc ça serait quelque chose à creuser avec cet enfant. Est-ce que depuis combien de temps ça dure? Est-ce que c'est en lien avec un événement qu'il aurait pu vivre il y a quelque temps? Ouais. Et donc dans ce cas-là, reverbaliser avec l'enfant ce qui s'est passé. Est-ce que je sais pas, il a été gardé chez des nouvelles personnes? Est-ce que, enfin voilà, des situations qu'il a pu mal vivre par exemple, et d'avoir une peur vraiment de se séparer. Donc ça peut Mm. être la première chose. Si c'est vraiment, alors après, est-ce que c'est l'enfant, il se couche, il se relève, etc. Est-ce que ça revient plein de fois? Est-ce que l'enfant, il est très agité le soir quand il va se coucher? Parce que par exemple, un enfant qui est très très fatigué, qui va être très très agité, ben, en fait, ça va être plus compliqué pour l'endormir que si on saisit le moment où il va être dans ses signes de fatigue et que du coup, l'endormissement, il va se faire beaucoup plus naturellement. Donc là, on va dire, on va prendre l'angle que c'est quelque chose de plutôt émotionnel. Ben, Mhm. en fait, il faut plutôt se dire d'être présent pour l'enfant et de pas chercher à vouloir à tout prix la séparation parce que sinon on va faire que aggraver le problème. Donc ne pas avoir peur de rester présent jusqu'à l'endormissement en fait de l'enfant sans mettre de pression sur le résultat. Beaucoup de choses sur la réassurance. Alors on peut utiliser par exemple des livres sur du soir
pour avoir des petites histoires justement qui vont rassurer, redonner confiance sur le fait de s'endormir, de quitter son parent par exemple, sur la séparation, sur le fait qu'on dort la nuit mais qu'après on se retrouve le lendemain. Enfin, voilà, il peut y avoir pas mal d'outils qu'on peut utiliser comme ça en histoire du soir. On peut aussi utiliser par exemple des musiques de relaxation. Alors à 2 ans aussi, il peut participer à la création de ce rituel du soir qui peut le réconforter. Parce qu'on peut le faire participer, il est capable de parler, ou même s'il parle pas encore très bien, de nous montrer si on lui montre des choses, de faire choisir pour vraiment que ça soit un rituel de l'endormissement qui soit en fait co-créé avec l'enfant et qui Mhm. le mette aussi en sécurité. Après, bon, bah, c'est vrai que ça va être un peu dur d'aller un peu plus loin sans autre élément de contexte. À voir, Oui. est-ce que c'est que chez vous? Comment ça se passe là où il est gardé? Comment ça se passe quand vous emmenez votre enfant le matin au mode de garde? Est-ce qu'il est content d'y aller ou est-ce qu'il n'y est pas ou est-ce qu'il n'est pas du tout content d'y aller? Est-ce qu'il pleure, etc. Pour voir éventuellement est-ce qu'il y a un problème avec l'endroit de garde de l'enfant qui ferait que ça crée une insécurité et que la nuit, bah, il a pas envie de vous lâcher, clairement. Ouais. Donc en fait, il peut y avoir plein de choses en lien avec le fait d'avoir du mal à se séparer le soir. Est-ce que c'est une situation qui dure depuis très longtemps ou est-ce que c'est quelque chose de récent? Enfin voilà, il y aurait pas mal d'éléments à creuser par rapport à ça. Est-ce que c'est un enfant à profil comment, à besoins particuliers, par Mhm. exemple? On pourrait avoir une neuroatypie comme soit du TSA, donc trouble du spectre autistique, ou tout ce qui va être TDAH, où il y a beaucoup plus d'excitation, etc. Et c'est beaucoup plus difficile de redescendre en intensité pour s'endormir. Donc là, vraiment, aller jouer sur l'aspect de calmer le système nerveux pour permettre de décrocher et de pouvoir s'endormir. Donc ça peut se faire justement suivant la préférence sensorielle de l'enfant. Est-ce que c'est le toucher, donc peut-être un massage au niveau des pieds, etc. Ça peut beaucoup détendre. Est-ce que le bain aussi quelque chose d'apaisant pour lui ou pas? Avec par exemple, est-ce que c'est le système auditif, donc avec de la musique de relaxation par exemple? Est-ce Mhm. que c'est peut-être le système sensoriel de l'odorat? Donc là, on peut même aller sur ce que je suis formée et j'utilise aussi tout ce qui est huile essentielle, pour justement l'apaisement du système nerveux et aider à l'endormissement, rassurer, calmer les angoisses, etc. Ça peut être aussi une idée. On peut aussi bien sûr faire une combinaison de tout ça. Ça peut être un massage avec quelques gouttes d'huile essentielle bien choisies. Donc, attention, toujours dans une huile végétale, je vous invite à, enfin, si c'est quelque chose sur lequel d'aller, c'est vraiment d'être accompagné pour les utiliser et les choisir, pour pas faire n'importe quoi, bien sûr. Ouais. Et en plus avec de la musique. Enfin voilà, il y a différentes choses qui peuvent se faire. Mhm. Certains enfants, le bain par exemple, avec du sel d'Epsom, ça va être très très apaisant pour eux. Enfin, on peut faire différentes choses. Mais toujours d'essayer de trouver la cause, pourquoi il y a vraiment ce refus Mhm. d'aller dormir, parce que pour moi, c'est quand même pas anodin Ouais. que ça dure aussi longtemps. Et si c'est vraiment des très grosses crises et que c'est vraiment chaque jour, enfin pour moi, il y a vraiment quelque chose à aller trouver. Bon, c'est ce que je fais dans les accompagnements, c'est toujours essayer d'aller chercher au maximum la cause, parce que bon, bah, le symptôme, soit il exprime une situation entre guillemets qui est normale, ou il exprime une situation qui est anormale et qu'il faut accompagner en fait. Donc Ouais. voilà ce que je pourrais dire. Ouais. Il y a un Ne truc, pas hésiter à rester présent, même si l'enfant demande par exemple est-ce que vous gardiez la main sur lui jusqu'à ce qu'il s'endorme parce que ça le rassure beaucoup. Ben, c'est quelque chose que vous pouvez faire et à un moment donné, il n'en aura plus besoin en fait. Mhm. Mais évitez de lutter contre ça parce que sinon, bah, déjà, vous allez encore plus vous épuiser et puis l'enfant en fait, ça va encore plus l'insécuriser. S'il sent qu'il peut compter sur son parent, ça va au contraire l'apaiser et ça va le mettre beaucoup plus en sécurité également. Voilà. Et Ouais. puis voir du coup si ce comportement, c'est qu'avec vous, si c'est avec tout le monde, etc. Donc de voir finalement avec qui il exprime cette difficulté. Parce que des fois, Ouais. les enfants, avec certains, ils vont être hyper faciles et avec d'autres, c'est plus compliqué. Mais généralement, avec sa figure d'attachement, c'est toujours beaucoup plus facile qu'avec une autre personne. Enfin, Ouais. comment dire, à Il va exprimer s'exprimer plus, ses quoi. émotions, hein, ce qui va pas. Ouais. Qu'avec une personne qui ne sent pas vraiment confiance, peut-être qu'il va masquer et qu'il va être, voilà, il va faire entre guillemets, l'enfant sage. Oui, c'est ça. Il va plus prendre sur lui, en tout cas. Moi, il y a un truc sur lequel je rebondis. Euh, Moi qui l'ai vécu, ces situations de passer des heures à bercer mon bébé et ma fille quand elle était un peu plus grande dans ces âges-là, c'est que l'accompagner sans avoir d'attente de résultat, bah, c'est hyper dur.
Parce qu'en fait, Oui. nous, on est crevés, on est rétamés, on est en mode bon sang, mais je vais aller me poser, je vais aller dans le canapé, je vais aller dormir, j'en peux plus. Et on voit 21h30, 22h, 22h30, on y est encore. C'est hyper dur parce qu'au final, on n'a qu'une hâte, c'est de pouvoir partir, aller faire quelque chose. Mais du coup, notre enfant, il le ressent, qu'on a juste envie de, aller, vas-y, dors, c'est bon, et moi, je vais faire autre chose. Et du coup, c'est un peu un cercle vicieux, mais le soir, c'est genre le pire moment parce qu'on est tellement crevé. La C'est ça. patience, il n'y en a plus. Prendre sur soi, ça devient quasiment impossible à cette heure-là. Et donc de se dire, ok, faut pas, moi c'est pareil, j'avais ça, ce truc de me dire, faut pas que j'ai d'attente, elle le ressent si j'ai hâte de partir. Mais c'était vraiment hyper Il y dur, ouais. a, Donc, alors il y a une petite, enfin une petite technique, une petite astuce, c'est que en fait se dire que ce temps-là, l'associer aussi à un temps pour vous. C'est-à-dire que ce moment qu'on crée, par exemple, d'apaisement avec tous les outils que je vous ai donnés, c'est quelque chose dont vous pouvez bénéficier aussi. C'est-à-dire que bah, si vous mettez de la musique calme, que vous mettez voilà, en diffusion, je sais pas, une huile essentielle, quelque chose qui calme, vous aussi, ça va apaiser votre système nerveux. Et à la limite, si c'est juste avoir une présence, ben, en fait, c'est d'en profiter. Même... Alors, c'est vrai que quand il y a un lit au sol, je trouve que c'est vachement plus facile. Oh punaise, ça fige encore. J'espère que ça va pas couper. Voilà, non, ça va, je m'entends. En fait, si on est assis donc à côté d'un lit au sol, c'est un peu plus facile parce qu'on est à la même hauteur que l'enfant, donc on peut par exemple laisser la main sur lui et c'est plus facile et on est dans une position potentiellement confortable où on peut mettre un coussin derrière notre dos et assis d'une manière bien et en profiter pour même en fait se relaxer, fermer les yeux et en fait récupérer de l'énergie en même temps que notre enfant est en train de lui-même en fait de s'endormir. Et en fait, ça permet pour nous de nous apaiser. En même temps que ça va nous apaiser, ça va aussi apaiser l'enfant. Pour peu que vous l'ayez dans les bras, c'est la même chose parce qu'en fait, il y a une espèce de, il y a une cohérence, une synchronisation au niveau des battements du cœur, notamment qui va se créer. Donc en fait, si vous avez une respiration qui est lente, qui est profonde, que votre battement de cœur il est calme, bah, en fait, ça aussi, ça va participer à l'apaisement de l'enfant. Et donc du coup, je vois qu'il y en a à qui ça parle. Je fais ça et je pars après pour la nuit. Alors moi, je vous avoue que moi aussi, ça m'est arrivé des fois de rester à côté de ma fille, en fait, de m'endormir et puis de me réveiller 2 heures plus tard. Bon bah voilà, après je retournais dans le lit. Mais en fait, ça c'est une étape qui va ensuite disparaître progressivement. Mais plus on met de stress et plus on met de pression sur le résultat, plus vous allez vous fatiguer nerveusement en termes de charge mentale et plus en fait vous allez entre guillemets allonger cette durée. Vous allez devoir rester présent auprès de auprès de l'enfant. À mon mari aussi, et mon fils revient tout fier en disant qu'il a endormi papa. c'est trop mignon. Alors là, c'est vraiment... Ok, J'adore. ok, ok. Ah, bah alors, à voir, le papa est plus fatigué que l'enfant, certainement. Mais après, voilà, dans les rythmes de vie et tout, il y a parfois des choses qui peuvent être aussi assez complexes. Et bon, ben, c'est sûr que quand c'est de l'accompagnement individuel, je l'adapte aussi au rythme de vie de la famille. Donc là, je fais un peu plus du conseil général. Mais en fait, toujours se dire que comment je peux transformer ce moment en quelque chose aussi d'agréable pour moi et dans lequel, même si, imaginons, c'est pas trop agréable pour moi, comment ça va pouvoir me faire du bien, au moins à mon corps et à mon esprit. Et que même si ce temps, moi, ça me permet aussi de récupérer, ne serait-ce que même une demi-heure finalement de quelque part de repos, mais en fait, c'est quelque chose qui va vous aider à vous régénérer aussi. Donc, c'est d'ailleurs même des techniques pour des personnes qui dorment peu ou qui travaillent aussi la nuit, d'avoir des moments comme ça en fait de récupération d'énergie par le biais même de entre guillemets micro sommeil quoi. Donc du coup voilà. Ouais, moi justement, c'est ce que je fais. Bon, nous dans le cododo, mais avec ma petite de 2 ans, c'est que depuis quelques temps maintenant, soit j'ai ma liseuse, donc c'est aussi mon temps pour moi, soit je vais écouter un podcast, donc je mets une oreillette. Elle le voit pas, je mets pas fort parce que je veux pouvoir l'entendre et si elle me parle et tout ça, je suis vraiment avec elle et en fait du coup, bah, j'ai plus l'impression de me sacrifier pendant que je m'occupe d'elle parce qu'en fait, je fais quelque chose qui m'intéresse et que j'aime faire aussi. Donc donc, on va Exactement. passer aux suivantes parce qu'on en a quelques-unes des questions. Mais en tout cas, merci. C'était une réponse avec plein de pistes de réflexion. Donc, c'était super intéressant.
Alors, la question qu'on a eue ensuite, c'était quel est le plan thématique de ton accompagnement avec les différents points abordés? Donc là, on parle de l'accompagnement sur le tunnel du soir. Donc en gros, j'ai fait en sorte que le tunnel du soir, ce soit un accompagnement qui soit assez complet, où j'essaye de voir toutes les problématiques qu'on pouvait rencontrer lors d'un tunnel du soir et pourquoi ça ne fonctionnait pas. En fait, je suis partie de moi et de mon vécu, de ce qui ne fonctionnait pas chez nous, de comment on se sentait, de nos besoins, tout ça pour le créer. Et en discutant aussi avec différentes mamans, ça m'a aidé à le faire. Donc déjà, dans l'accompagnement, on va essayer de comprendre ce qui se passe le soir et pourquoi ça marche pas. Parce que si on ne sait pas ce qui ne fonctionne pas et pourquoi ça marche pas, on peut pas le changer. On peut pas agir dessus si on ne sait pas pourquoi c'est compliqué. On va aussi bien sûr travailler sur nous, sur notre posture, sur notre état d'esprit, parce qu'on est quand même la base de tout. On va voir tout ce qui est la gestion du stress, parce que le soir, des fois, rien que d'y penser, on se dit, oula, 18h arrive, c'est bon, on va commencer la galère, ça va être catastrophique et ça va être casse-pied. Donc, on va aussi travailler un petit peu là-dessus pour changer de regard sur soi-même, se rappeler qu'on était super maman, qu'on donne notre maximum, qu'on a plein de ressources, mais aussi sur la soirée à venir. Et voilà, comprendre ce qui bloque et qui fait que c'est compliqué le soir. On va aussi parler de tout ce qui est besoins et émotions des enfants, mais aussi les nôtres en tant que maman, en tant que papa, et comment on peut faire, par exemple, pour se reconnecter à son enfant, parce que ça va être important de le faire, notamment le soir, surtout si en plus on a passé la journée séparés de nos enfants parce qu'ils sont à l'école, ils sont à la crèche ou autre. Comment aussi bien communiquer avec nos enfants grâce à la communication non violente et l'écoute active pour pouvoir justement garder ce lien avec nos enfants et faire en sorte qu'on ait de belles relations avec nos enfants parce que moi je crois que la relation qu'on a avec nos enfants ça va être la base de beaucoup de choses. Si c'est toujours conflictuel, forcément que ça va être beaucoup plus compliqué que si ils se sentent écoutés, ils se sentent pris en considération, si on est là pour lui, etc. On va voir aussi entre guillemets comment faire en sorte que nos enfants sont autonomes. C'est-à-dire, voilà, comment les rendre un peu plus autonomes, comment faire pour qu'ils soient un peu plus qu'ils participent un petit peu plus à la maison. On va voir l'organisation avec tout ce qui est mis en place de routine, la gestion des repas, tout ça. Bref, et pour être vraiment efficace, pour pouvoir reprendre le contrôle et surtout ne pas se sentir dépassé. Si on sait que le soir on va gérer, qu'on va pas être dépassé, que ça va rouler, forcément que déjà ça va aussi bénéficier à baisser notre stress et on va arrêter un petit peu de voilà, on sait que le repas, ça va le faire, etc. On va aussi parler du sommeil, avec comment créer un environnement qui favorise le sommeil de nos enfants pour qu'ils s'endorment en sécurité affective, pour qu'ils soient sereins, pour qu'ils se sentent bien. Mais on va voir aussi tous les petits moments un peu compliqués. Par exemple, s'ils se relèvent, pourquoi ils se relèvent, qu'est-ce qu'on peut faire, s'ils n'arrivent pas à dormir, pour faire en sorte que le moment du coucher, ce soit pas un moment qui soit compliqué, que pareil, on se dise pas, allez, c'est bon, on va mettre encore 3 heures avant de dormir, ça va être la galère. Non, mais que ce soit vraiment un moment de qualité avec nos enfants et où on sait qu'il va s'endormir de manière sereine parce que ça, pour nous, c'est hyper important quand même. Faut se rappeler que nos enfants, ce ne sont pas nos ennemis. Ils font pas ça pour nous manipuler. Genre, s'ils vous rappellent la nuit, c'est pas pour vous manipuler, c'est pas pour avoir le dessus sur vous, c'est pas pour vous embêter. C'est que vraiment, ils sont petits et ils ont vraiment besoin de vous. Ils ont besoin de pouvoir se sentir sécurisés pour se sentir apaisés et pouvoir dormir d'un sommeil de qualité. Parce que un bébé ou un enfant qu'on laisse pleurer, qu'on laisse tout seul avec ses peurs dans sa chambre, à qui on dit ne sors pas de ta chambre sinon menace, oui, il va rester dans sa chambre, il va s'endormir tout seul, mais dans de l'angoisse, et c'est pas ce qu'on veut pour nos enfants. Et ensuite, j'ai mis en place tout un tas de bonus pour avoir toutes les petites choses qui peuvent venir encore vous embêter malgré tout ça le soir. Par exemple, comment faire pour que le retour à l'école se passe et qu'il soit un peu plus calme à la maison. Comment faire pour gérer les devoirs? On sait que les devoirs, c'est des moments qui peuvent pourrir les relations maman, papa, enfant parce que ils ont pas envie, c'est important de le faire, on insiste, ils commencent à lever le ton, nous aussi, ça nous stresse. Bon bref, voilà, c'est un peu casse-pied. La gestion des écrans, parce que quand même, faut le dire, les écrans, ça a ce côté pratique que ça nous libère du temps en tant que maman. Mais du coup, on sait plus où est la limite. Voilà, ils rentrent de l'école, ils regardent 1 heure de télé, est-ce que c'est ok? Moi, à la fois, ça m'apaise. À la fois, des fois, après, c'est compliqué pour arrêter la télé. Comment on fait? Et puis, évidemment, la masterclass avec Nathalie, qui va être full valeur, elle vous l'a dit. On a mis en place un questionnaire pour répondre à vos questions de maman sur le sommeil de vos enfants. Mais pendant la masterclass qui sera en live, vous pourrez encore bien sûr poser vos questions si vous en avez d'autres à poser à Nathalie. Et c'est là où les premiers qui vont arriver dans cet accompagnement
vont être un petit peu, entre guillemets, favorisées, c'est que vous pourrez poser vos questions en live. Elle sera là en live avec vous. Donc voilà. Et comme on me l'a demandé récemment, je vais aussi mettre en place un WhatsApp pour garder le contact avec vous, pour répondre à vos questions, pour voir si vous arrivez à avancer, pour pas vous lâcher, pour que ça fonctionne réellement pour vous, parce que c'est le but. Une fois que vous avez acheté, ben, c'est de pouvoir le suivre, c'est de pouvoir rester présente si jamais vous galérez sur certaines choses, vous n'avez pas compris, etc. Et comme on est toutes des mamans, et qu'on n'a pas beaucoup de temps parce que tunnel du soir compliqué, travail, etc. Les vidéos sont assez courtes, mais je vous mets aussi la version audio pour l'écouter d'où vous pouvez, mais aussi les workbooks. Vous avez aussi la version écrite. Si par exemple tout ce qui était sur besoin de l'enfant, émotion, vous avez dit que c'était super intéressant, mais j'ai pas pu noter, et vous aurez la version écrite dans le workbook avec aussi des petits exercices pour vous aider à mettre en place, par exemple, une organisation qui correspond à votre quotidien et pas calquer la mienne qui correspond à mon quotidien, mais vraiment pour que ce soit adapté au maximum à vous et vos besoins. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les poser encore pendant le live ou vous pouvez venir nous voir en message privé. On sera vraiment ravis de vous répondre. Prochaine question, c'est pour toi. J'en Est-ce que c'est profite. normal qu'un bébé de 9 mois se réveille toutes les 40 minutes? Attends, juste avant de répondre à la question, je rebondis sur ce que tu disais sur les écrans. Et parce que justement, ça c'est un sujet hyper important qui est aussi du coup lié au sommeil. Et moi, je sais que dans un accompagnement d'une famille, je me suis rendu compte au fil des accompagnements, enfin des séances, du coup, que justement, il y avait une problématique avec les écrans. Et c'est des fois des choses avec lesquelles vous n'êtes pas, enfin, que vous faites, mais dont vous n'êtes pas fier et vous culpabilisez. Et en fait, c'était en lien avec une autre problématique, avec l'alimentation. Et en fait, c'était aussi quelque chose qui participait aux difficultés de sommeil. Donc, j'ai accompagné aussi cette famille pour l'aider à quelque part faire une sorte de sevrage de cet écran et trouver d'autres solutions que l'écran pour faire ce qu'il y avait à faire. Voilà. Donc, mais oui, les écrans, du coup, c'était juste pour dire que c'est aussi une problématique, même avec des enfants jeunes. Voilà, c'est un truc auquel on ne pense pas, mais ça peut être un sujet et un blocage. Et je réponds Hmm. du coup à la prochaine question. Tu Tu peux veux me que je la reposer? relise? Oui, je veux bien. Ouais, alors la question, est-ce que c'est normal qu'un bébé de 9 mois se réveille toutes les 40 minutes, sachant qu'elle empêche maman de dormir quand elle dort avec elle? D'accord, donc c'est bébé qui réveille maman. Mhm. Bébé de 4 mois, hein, c'est ça? 9. Ah oui, 9 mois, effectivement. Voilà, oui, 9 mois. Euh, C'était que la nuit, c'est ça? Je On suppose que... parle de la nuit, donc a priori la nuit, elle se réveille toutes les 40 minutes. Et si sa maman dort avec elle, elle réveille maman. Ok, Enfin, elle empêche sa d'accord. maman de dormir, quoi. Ouais, ok, ok. Et elle a 9 mois, d'accord. Alors là, il y aurait quand même quelque chose à aller creuser. Donc en fait, je comprends qu'en plus, c'est bébé qui réveille maman, donc pas de chance. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un espèce de sommeil peut-être un peu agité. Et 40 minutes, bon, c'est un peu court pour un cycle de sommeil complet. Donc on pourrait penser que c'est entre deux cycles de sommeil, mais normalement, à 9 mois, les cycles de sommeil sont un petit peu plus longs. Mais c'est un petit peu comme si c'était des micro-siestes en fait. C'est des Et activités assez ça y est, donc voilà. rigolo. Voilà, donc en fait, à voir, est-ce que donc à voir, est-ce que euh, euh, là, il peut y avoir une question de rythme par rapport à la journée, au temps d'éveil de l'enfant. Est-ce que l'endormissement il est propre au bon moment? Est-ce que c'est un bébé allaité aussi ou pas? Je ne sais pas si tu as cette réponse. Au niveau du lit, non. Je sais. Est-ce que c'est un bébé allaité? Ah, est-ce que c'est un bébé allaité? J'ai pas non plus. Si la personne est là et qu'elle a envie de Ok. s'exprimer, on peut prendre les infos. C'est la guerre pour les siestes aussi. Ok, Camille. Et est-ce que ton bébé est allaité? Oui, allaité. Ok, et c'est la guerre pour les siestes aussi. Alors, il peut y avoir effectivement une question de rythme, c'est-à-dire, ouais, ça coupe pas mal chez moi. Ben oui, oui, je sais, c'est pénible. J'espère que vous arrivez à comprendre ce que je dis quand même. Euh, Oui, il peut y avoir une question de rythme par rapport au temps d'éveil et ensuite quand on propose le sommeil. Un bébé pas assez fatigué, il va avoir du mal à dormir ou trop fatigué, ça va être compliqué, mais ça donne enfin, tout le temps, 40 minutes de sommeil et ensuite ça s'arrête, ça me paraît
beaucoup. Alors, il peut y avoir d'autres problématiques qui rentrent en ligne de compte. Il peut y avoir peut-être des problématiques digestives qui font que bébé revient au sein aussi pour se soulager, pour téter parce que la succion est apaisante et peut l'aider en fait à enchaîner aussi les cycles de sommeil. Dans ce que tu me dis qu'il te réveille, ça veut dire qu'il a quand même aussi un sommeil agité. Il est très possible que si on était en accompagnement, enfin, là je peux pas creuser plus, il a un reflux. Bon ben voilà, on a une très grosse partie de la réponse. Donc en fait, voilà, j'allais te dire justement, vu ce que tu me disais, que je t'aurais certainement envoyé faire des bilans complémentaires chez différents professionnels. Maintenant, en fait, il faut trouver la cause du reflux. Et donc pour ça, il faut aller voir différents professionnels avec différents profils de formation pour faire des bilans dans différents domaines pour trouver la cause du reflux. Donc ça, c'est quelque chose que j'aide aussi les familles à faire. Je cherche les professionnels proches de chez vous ou qui travaillent en visio suivant la problématique, qui ont les formations que j'estime intéressantes pour pouvoir aller questionner en fait ce genre de sujet-là. Parce que le reflux, c'est un très très gros problème au niveau au niveau du sommeil. Parce qu'en fait, quand on a une douleur, c'est comme vous, pour dormir, c'est très compliqué. En fait, ça vous réveille. Et donc, vous avez en fait certainement 40 minutes, il doit très peu dormir en sommeil profond, cet enfant, certainement. Donc, du coup, il se réveille aussi très facilement. S'il est dérangé, il va être beaucoup agité, il va bouger parce qu'il est en inconfort. Et donc, du coup, ça amène ces problèmes de sommeil léger, des bébés agités. Un bébé peut-être qui va jamais faire des tétées forcément très longues, mais très fréquentes, parce que le reflux, ça brûle. Donc, on boit un petit peu de lait, hop, ça apaise. Et puis après, on a du reflux. Donc, en fait, on va retéter et on se réveille, on a besoin de se calmer, de s'apaiser, donc on va téter parce que la succion c'est apaisant, et du coup c'est des bébés qui ont souvent le système nerveux qui peut jamais en fait être au repos. Donc c'est un petit peu comme vous, si vous aviez jamais un moment en fait pour débrancher votre cerveau, pour couper. Et donc du coup ça épuise aussi beaucoup le corps. C'est peut-être un bébé qui peut pleurer peut-être beaucoup aussi, même en journée. À voir au niveau du développement, sur comment ça se passe au niveau de la motricité. Est-ce que le ventre, c'est quelque chose qui est facile pour lui? Est-ce qu'au contraire, il s'est redressé très rapidement parce que c'est pour lui? En fait, il y a pas mal de choses à voir dans ces cas-là. Il peut y avoir des aménagements au niveau du lit pour être moins comment dire, vraiment à plat parce que ça favorise aussi le reflux. Elle dit on avance. Oui, elle doit préférer. Elle a peut-être même pas fait de ramper ou beaucoup parce que c'est beaucoup d'être vertical. Ça arrive. Et du coup, c'est des bébés qui peuvent aussi avoir pas mal de tensions physiques et donc ils peuvent aussi. Le problème, c'est que ce jeu, c'est souvent une sorte de cercle. On a mal, on se crispe quand le reflux et qui augmente les douleurs. Enfin voilà, il y a pas mal de choses comme ça, et donc après, de voir les causes du reflux. Est-ce que c'est trouble hormonio-fonctionnel? Est-ce que il y a une problématique d'allergie alimentaire? Est-ce que c'est un problème de microbiote? Est-ce qu'il y a une malformation? Enfin voilà, est-ce que vous avez eu des bilans avec des gastropédiatres? Enfin, il y a pas mal de choses à aller creuser pour trouver en fait la cause, parce que quand ça sera pas réglé, le sommeil sera très compliqué. Alors après, bien sûr, on peut quand même travailler aussi sur le rythme. En fait, tout ça, ça va être complémentaire. Mais en gros, ce que je dis toujours, c'est que, d'ailleurs, j'ai une idée de contenu depuis un moment sur ce sujet en disant, on aura beau faire travailler ce qu'on veut sur le rythme, tout ce qui va favoriser le son. Si de l'autre côté, l'aspect reflux n'est pas traité, en fait, on aura des petites améliorations, mais on n'aura pas des grosses améliorations parce qu'en fait, on a un très gros frein bloquant de l'autre côté. Et par contre, s'il y a du reflux, mais que le rythme, si rien ne correspond en fait aux besoins de l'enfant, il y aura aussi un manque. Donc les deux fonctionnent ensemble. Mais c'est sûr que les douleurs physiques, quelles qu'elles soient, c'est un très gros frein en fait au sommeil. Ça c'est certain. Donc après, il y a des choses qu'on peut faire pour soulager, que ce soit justement en homéopathie, en huile essentielle, etc. Mais ça, pour moi, c'est plus du symptomatique. Ça ne réglera pas les causes. Ça va accompagner, bien sûr, ça va faire du bien, encore heureusement, c'est le but. Mais du coup, ça ne va pas suffire. Ouais, ça va pas traiter le problème de fond, quoi.
Ben, c'est ça. Ouais. Et du coup, c'est les bébés qui dorment, j'imagine, bien mieux en portage. Si elle la mettre verticalisée, oui. Ouais. Alors, il y a des bébés qui parfois ont tellement de tension que même en portage, c'est compliqué Ah ouais. parce que ça crée des tensions, des positions, des postures qui en fait, les amènent à devoir être normalement dans une position qui est physiologique, mais qui pour eux ne l'est plus parce qu'ils sont tellement mis dans d'autres postures que la posture normalement habituelle n'est pas confortable pour eux. Parce que c'est Ouais. des bébés qui peuvent être fortement cambrés, la tête en arrière, ou quand on va les alimenter, ils vont se mettre comme ça sur le côté. Donc en fait, ils ont des mécanismes de compensation Ouais. tellement importants que du coup, la position qui devrait être normale, physiologique, ne leur est même plus confortable en fait. Donc Ouais. des fois, voilà. Mais généralement, oui, le portage est quelque chose que les bébés aiment beaucoup du coup pour dormir. Donc ça peut être aussi la solution pour les siestes en attendant. Et d'ailleurs, même les siestes sur toi, parce que du coup, assis dans ton lit, ça ne craint pas parce qu'il y aura le lit est suffisamment large pour que si bébé roule sur le côté, il ne va pas tomber par terre. Mm. Mais du coup, il sera contre toi, donc il sera beaucoup plus verticalisé que si, donc en position semi-assise, on va dire semi-allongée. Ça sera beaucoup plus confortable. Après, voilà, il peut y avoir aussi des positions, des techniques pour soulager aussi par rapport à ce reflux. À 8 têtes en arrière tout le temps. Ben ouais, ça c'est symptomatique effectivement du. Ils essaient comme ça de se tendre pour soulager là, cette douleur. Eh ben, on t'envoie toute notre force et je pense que tu as le soutien de toutes les mamans Ouais. qui nous écoutent parce qu'on souffre avec toi. Ça doit vraiment Donc, pas faut être facile. pas hésiter à consulter le pédiatre, à harceler. Et en fait, c'est important aussi que ça soit traité parce que ça peut donner des œsophagites. Des œsophagites. En fait, c'est quand en fait, l'acide a tellement irrité ici l'œsophage que du coup, ça peut donner des biologies, en fait. Beaucoup de choses donc voilà. Après, si vraiment tu n'arrives pas à trouver de l'écoute ou trouver les bons professionnels, j'ai des séances uniques par exemple qui pourraient te permettre qu'on voit ça ensemble pour te donner des pistes ou d'avoir les professionnels à aller voir que je pourrais te conseiller, mais de vraiment pas s'arrêter ça. J'ai du mal à avoir un traitement. Ouais. En fait, le truc du traitement, c'est que certainement, ils doivent te donner de l'oméprazole, enfin, en tout cas, ce qu'on appelle un inhibiteur de la pompe à proton, ce qui permet de réduire l'acidité gastrique. Mais ça, encore une fois, ça ne traite pas la cause du reflux et c'est une solution temporaire. Et en plus, normalement, c'est même pas un produit qui a une autorisation de mise sur le marché pour les enfants de moins de 1 an. Mais comme les pédiatres sont confrontés, c'est normal, à une douleur, en fait, il faut Bah oui. aussi soulager l'enfant et la famille. Et donc, en fait, on fait avec ce qu'on a en allopathie sous la main. Mais savoir que les IPP sur le long terme, ça modifie aussi la flore de l'estomac, la flore microbienne de l'estomac. C'est pas voir une insuffisance dans l'estomac pour bien digérer les pour d'avoir ensuite des gaz, des digestions aussi qui peuvent être difficiles. Très 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 long terme pour des personnes qui prennent. Il y a aussi des pas très sympathiques en termes de maladies neurodégénératives ou autres. Enfin voilà, normalement c'est pas des trucs à prendre sur le long cours, c'est ponctuel en fait pour soulager. Et si on peut pas s'en séparer, c'est qu'il y a un problème en fait. Donc Mm. voilà. Ouais. Tant qu'on n'a pas Ben, trouvé le truc, ça va pas se voilà. on n'a pas entendu ce que tu as dit un dernier. Pardon. Quand je le disais, oui, effectivement, tant qu'on n'ira pas creuser jusqu'à trouver la cause et qu'on s'arrête à traiter du symptôme, en fait, on va pas s'en sortir vraiment. Et en plus, Ouais. si même avec ce genre de traitement, il y a encore du reflux, c'est bien qu'il y ait un problème plus profond que ça. Ouais. Bon. Donc voilà, il y aurait il y a certainement d'autres choses à creuser et d'autres bilans à réaliser. Mm. Ouais. Autre question. Doit-on laisser bébé pleurer le soir, 9 mois, si elle refuse de s'endormir dans son lit? Absolument pas. Je vais être très L'inverse claire. m'aurait étonnée. Voilà. Non. Non, absolument pas. Il n'y a aucune vertu éducative à ça. La seule chose que vous risquez de faire, alors en plus c'est un bébé qui a quand même déjà 9 mois. En fait, si vous faites ça avec un bébé qui a quelques jours ou quelques mois,
si vous faites ça, il est très possible qu'effectivement, en quelques jours, votre bébé arrête de pleurer le soir et ne vous appelle plus. Pas forcément d'ailleurs parce qu'il s'est endormi, mais simplement parce qu'il vous appelle plus, parce qu'il a compris que on viendra pas, on viendra pas à ses rescousses. C'est ça. Donc voilà. Et en sachant que du coup, l'enfant va quand même continuer, enfin le bébé va continuer à sécréter, enfin à être en situation de stress, donc à sécréter du cortisol, l'hormone du stress. C'est quelque chose qui est tout à fait normal quand on est dans une situation où on est, par exemple nous-mêmes, on est en retard, hop, on a un petit coup de stress, on se dépêche, on court et puis finalement on arrive à l'heure à notre rendez-vous. Bon, ça c'est pas grave parce que c'est pas en continu. Sauf que là, en fait, quand c'est des situations répétées comme ça, en fait, c'est que quelque part, le bébé, il apprend à ne plus exprimer ses besoins, et à ne plus exprimer ses émotions, et il va se déconnecter progressivement aussi de ses besoins. Et ça aura des conséquences après à plus long terme au quotidien, mais aussi sur la prévention des risques de violences, notamment sexuelles, sur les enfants, qui est quelque chose de très courant, parce qu'un enfant, s'il a l'écoute de ses besoins, s'il voit quelque chose qui n'est pas normal, en fait, soit il va en parler, ou il va être beaucoup moins, c'est un enfant qui sera beaucoup moins manipulable, parce qu'il ne sera pas dans la soumission en fait à l'adulte. Premier point. Et puis, si on veut créer une relation de confiance avec son enfant, c'est important de pouvoir justement rester connecté à ses besoins. Un enfant qui a 9 mois, quand on fait ça, c'est même pas sûr que ça fonctionne, parce que le bébé, on a certainement répondu à ses besoins jusqu'à présent, donc en fait, il est habitué qu'on intervienne. Il va se fatiguer beaucoup moins rapidement. Il va falloir qu'il pleure un sacré moment avant qu'il s'arrête de pleurer. Hein. Il va pouvoir peut-être pleurer pendant plus d'une heure. Hein. Donc même vous, je ne sais pas si vous allez réussir à supporter que votre enfant, votre bébé, il pleure comme ça pendant plus de 30 minutes, une heure. Et il y a certains bébés qui ne s'arrêteront jamais de pleurer. Et vous pouvez faire ça tous les jours. Il y a des bébés qui n'arrêteront jamais de pleurer. La seule chose que ça va faire, c'est que vous allez créer un gros pic de stress, et qu'à un moment donné, oui, peut-être qu'il va s'endormir parce que le cerveau va arriver en espèce de surchauffe, et donc il y a une espèce de comme un compteur électrique avec une sorte de disjoncteur où du coup l'enfant s'endort, parce qu'en fait ça le permet de le couper de ce qu'il est en train de vivre pour qu'il récupère. En fait, c'est simplement un mécanisme en fait de survie. Du cerveau, mais ça sera certainement pas quelque chose à visée éducative pour endormir. Si, encore une fois, si le bébé il pleure le soir pour l'endormissement, il faut comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est pas son heure? Est-ce que c'est parce qu'il était trop fatigué, donc il était déjà énervé et donc il a du mal à lâcher prise? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a eu une journée hyper stimulante, on a vu plein de nouvelles choses, on a rencontré plein de gens, on a été dans des lieux qu'on connaissait pas, et du coup, il y a ces pleurs de décharge de fin de journée parce qu'on a vécu une journée super stimulante. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il faut simplement être là pour son bébé, pour qu'il puisse que les pleurs passent, qu'il traverse effectivement ses pleurs, et qu'ensuite il puisse s'endormir. Et ça peut arriver, hein, ça existe ces pleurs de décharge. Mais si c'est tous les jours, depuis plusieurs semaines, il y a certainement en fait autre chose. Donc, est-ce qu'encore une fois, on a une problématique de rythme? Je dis toujours, la nuit se prépare le jour. Tous les besoins fondamentaux des enfants, on y répond sur 24 heures. Donc, s'il y a des choses que les enfants ne font pas, par exemple, on va aller aussi les chercher la nuit. Hein. Et du coup, pour cet endormissement, sachez qu'un bébé qui s'endort, par exemple, dans les bras, il n'y a aucune raison qu'il se réveille plus qu'un enfant qui se serait endormi tout seul dans son lit. En fait, ça n'a strictement aucun lien. Et je suis même sûre que vous-même, vous avez déjà observé que votre enfant, il s'est endormi dans vos bras, et ensuite il a réussi à enchaîner plusieurs cycles de sommeil. Donc ça, le mythe de il faut que l'enfant s'endorme tout seul pour qu'ensuite, la nuit, s'il se réveille, il puisse se réendormir tout seul, ça, c'est juste un mythe. Ça n'a rien de scientifique. Surtout si vous l'endormissez en plus dans la même pièce, c'est à peu près le même lieu. Et pour des bébés de 9 mois, c'est pas très. Il n'y a vraiment pas de différence. Et même des fois, ils sont endormis dans un autre endroit, vous le reposez ensuite dans une autre pièce, et ensuite vous le posez dans son lit, et vous réussir à enchaîner plusieurs cycles de sommeil, ou même presque toute la nuit. Et ça, je peux en témoigner, bon, en tant que maman, mais aussi actuellement, je fais aussi des gardes de nuit avec des bébés, des jumelles, donc avec 2 bébés, et ça n'a strictement aucun lien. Elles s'endorment dans mes bras, je vais les poser après. J'ai commencé, elles avaient 7 mois, elles ont 11 mois.
Donc en fait, ça n'a strictement aucun lien. De dire ils vont s'endormir dans les bras, ils vont pas pouvoir. Voilà, il y a des nuits, elles enchaînent plusieurs cycles, d'autres nuits pas, et il y a aussi des problématiques digestives, etc. Donc voilà, il y a pas de lien. Euh, Ouais. Oui, et puis voilà. surtout quand on part du principe que nos enfants, à cet âge-là, en plus, quand ils sont bébés, ils ont besoin de nous. Ils sont pas là pour nous faire du mal. Ils veulent pas nous manipuler. Ils en sont strictement incapables. Ils vont pas se dire, bah, je vais pleurer, je vais appeler exprès pour l'embêter, pour la forcer à rester avec moi. Non, c'est pas ça. S'ils pleurent, c'est que vraiment, ils sont pas bien. C'est que c'est compliqué pour eux et ils ont besoin de la présence de leurs parents. Et ça, c'est normal. Et de répondre à notre enfant par notre présence en lui donnant ce dont il a besoin. Non seulement il va dormir de manière plus apaisée, il va pas forcément associer la nuit ou le sommeil comme quelque chose de compliqué, de négatif ou quoi. Problème Et ça va pas d'oppression, de forcément lui stress. donner de mauvaises habitudes. Ça, il y a ce mythe de dire, mais je vais mal l'habituer. Alors, moi, mes enfants, on a été en cododo et en dortoir familial jusqu'à l'année dernière. Mon fils de 6 ans, bah, en fait, il va se coucher tout seul, il dort tout seul alors qu'il a toujours dormi avec moi, collé à moi en cododo. Non, il n'a pas eu de mauvaise habitude. Par contre, il a un sommeil de meilleure qualité, il est bien plus serein dans son sommeil que ma grande fille qui a dormi dans sa chambre de bébé dès la naissance parce qu'on nous disait qu'il fallait faire comme ça, qu'on ne prenait pas trop parce qu'on nous disait, elle apprend pas du lit, sinon elle va s'habituer, t'es foutu. Donc, on voit clairement la différence chez nous, c'est mais flagrant, mais vraiment. Après, c'est mes enfants et ça ne va pas représenter la France entière, évidemment. Mais en tout cas, on ne donne pas de mauvaises habitudes à nos enfants en répondant à leurs besoins. Mais en Mais fait, on crée un attachement. En fait, la base, c'est la création de l'attachement sécure. Et si cet attachement il est sécure, après c'est beaucoup plus facile pour l'enfant d'aller faire des choses de son initiative, d'aller découvrir le monde, d'aller tenter des choses et de se sentir en sécurité même quand ses parents sont pas là, parce qu'il va se dire bah, de toute façon, si jamais j'ai un problème, je pourrai appeler exactement. papa, maman et ils seront là, ils arriveront à la rescousse. Voilà. Et donc ça les rend aussi ensuite beaucoup plus autonomes, même Mm. dans les années qui suivent. Et du coup, un bébé, bah là, dans cette situation de ce bébé qui a 9 mois, en fait, j'irai voir bah déjà pourquoi il y a ces pleurs le soir. En fait, qu'est-ce qui cause ces pleurs? Est-ce que c'est vraiment que le soir au moment de l'endormissement? Est-ce que c'est aussi, je sais pas, reste ou autre chose? De voir, d'essayer de repérer aussi les préférences sensorielles de cet enfant. Qu'est-ce qui lui fait du bien pour proposer un rituel qui lui convienne et qui permette d'avoir un endormissement en fait facile et serein. Parce qu'en fait, derrière le sujet de je veux que mon enfant s'endorme seul, moi, ce que je constate dans les vacances, c'est que 99% du temps, c'est vrai sujet, c'est que soit se réveille au moment de pause, on le quitte, ou alors c'est qu'en fait les endormissements sont très très longs. Et donc du coup c'est pour ça que les parents se disent ah bah du coup la solution ça serait que l'enfant s'endorme tout seul. Mais du coup en fait le vrai problème c'est pas ça. Le vrai problème c'est pas l'endormissement, c'est le fait que ça dure trop longtemps ou c'est le fait que l'enfant se réveille. Et donc en fait Mm. c'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est pas sur l'endormissement autonome ou je ne sais quoi. Et l'endormissement autonome, c'est un sujet qu'on peut aborder avec un enfant qui commence à avoir minimum 18 mois, 2 ans, où là, en fait, on va pouvoir travailler sur les émotions, etc., avec des activités qu'on va pouvoir proposer en journée, où l'enfant va des tableaux de routine, etc., où l'enfant va pouvoir être aussi co-acteur du rituel de coucher, etc. Mais en fait, c'est pas une fin en soi. Et en fait, c'est vers cet âge-là, on va pouvoir aider justement cet endormissement autonome, en tout cas réduire notre présence. Avant, en fait, c'est pas en fait une nécessité, c'est qu'il y a d'autres choses à aller creuser, où il y a des besoins qui ne sont pas autres, auxquels on n'a peut-être pas répondu et on s'en est pas rendu compte. Hein, c'est pas, faut pas culpabiliser par rapport à ça. Il y a des choses dont on ne sait pas en fait, parce que ben, le sommeil, en fait, c'est un sujet qui est complexe et qui interagit avec tous les autres besoins fondamentaux de l'enfant. Et tous les autres besoins, donc le besoin de développement, tout ce qui va être éveil, que ça soit moteur, motricité globale, enfin bref, tout, l'alimentation aussi, vont avoir un impact potentiel sur le sommeil. Donc, plus toutes les problématiques médicales, on en a parlé juste avant, les histoires Mm. aussi de rythme, de chronobiologie, etc., vont aussi avoir un impact. L'aspect affectif, émotionnel, enfin bref, il y a tous ces sujets-là qui rentrent en lien avec le sujet du sommeil. Et est-ce que c'est valable pour un bébé de 13 mois? Ou est-ce que c'est tout autre?
Je dirais que c'est à peu près la même chose que pour un bébé de 13 mois. Il peut y avoir après des problématiques aussi à voir au niveau de l'alimentation, comment ça se passe, etc. Mm. La diversification alimentaire, enfin, des fois, il y a aussi des sujets par rapport à ça. 13 mois, c'est un petit peu plus grand. Ça peut, voilà, est-ce que, comme je le disais au tout début, un événement, quelque chose à partir duquel ça a démarré, ou est-ce que ça a toujours été comme ça? Voilà, il y a ces trucs-là, en fait, aussi à, à creuser Mhm. et à voir. Mais sinon, ce que j'ai dit là, en fait, va rester valable. C'est juste que par exemple, dans un accompagnement, moi, ça va être adapté suivant l'âge de l'enfant, Mm. évidemment, parce que les structures de sommeil, les rythmes ne sont pas les mêmes entre un enfant de 9 mois et un enfant de 13 mois. Au Ouais. niveau alimentaire, c'est la même chose. Au niveau du stade d'éveil et donc des activités, c'est pareil, ça va être différent. On va pas apporter la même réponse. Mm. Ok. Alors, prochaine question. Le cododo, jusqu'à quel âge? Est-ce qu'il y a un âge limite, en fait, à faire du cododo? Bon, alors, déjà, il n'y a pas de date de péremption pour le code de l'eau. C'est comme pour l'allaitement. Il n'y a pas de date de péremption, votre lèvre. Non, pas du tout. D'ailleurs, en fait, il y a des choses, on peut revoir ça à l'aune d'un passé assez lointain. Faut s'imaginer que en fait, la façon dont l'être humain fonctionne au niveau de sa physiologie, même de son cerveau, est très en lien avec la façon dont fonctionnait l'homme préhistorique. On n'a pas tant évolué que ça. Mm. Et donc, les besoins de sécurité, notamment, ils restent présents, d'ailleurs majoritairement pour les raisons de survie, pour lesquelles d'ailleurs il y a des réveils en fait qui sont normaux dans les premiers mois, voire années de l'enfant. Et donc, le cododo, il n'y a pas de problème. Enfin, par exemple, si on prend d'autres cultures, comme au Japon, les gens dorment, enfin, les parents dorment avec leur enfant souvent jusqu'à 6-7 ans, en fait. Mm. Donc, ça ne pose pas de problème. Mhm. Euh, donc, il n'y a pas de date de péremption. Après, si c'est en lien avec l'idée que, parce que ça, je sais que c'est un truc qui peut revenir. Donc, je vais lancer ça. Je ne sais pas si c'était la question sous-entendue, mais la question qui serait oui, mais ça serait incestueux de dormir longtemps avec son enfant ou de l'allaiter longtemps. Non, en fait, vous dormez avec votre enfant. Donc, c'est tout. Vous l'allaitez, en fait, vous le nourrissez. Tant qu'on met pas. En fait, c'est nous qui mettons une Mhm. vision sexuelle sur l'allaitement ou donc sur le sein ou sur le fait de dormir dans le même lit avec mon enfant Mm. grand. Non. A priori, tant que cette idée ne vous traverse pas l'esprit, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait sain. Mm. Par contre, on est d'accord, pas de relation intime avec un enfant dans la chambre. Parce que oui, là, ça peut être une effraction psychique pour l'enfant et même pour un bébé. Mhm. Ok, Mais ça sinon, marche. dormir avec son enfant dans le même lit, non, pas de. Bah non, non, en fait, ça s'épuise. Voilà, c'est ça. Oui, et même des fois, ça peut arriver avec des enfants plus grands. Il n'y a pas très longtemps, je vais vous raconter une histoire personnelle. Donc, je vous remets le contexte. Ma fille a 10 ans et demi. Elle est en CM2, elle est grande, hein. Voilà, elle dort toute seule, elle va même se coucher toute seule. Non, maman, on me fait pas de bisous, je vis mon truc, je me couche après. Bon, ok, d'accord. Elle gère son truc. Et un cauchemar, bon, ça faisait très très longtemps qu'elle n'avait pas fait de cauchemar, mais elle a fait un cauchemar parce qu'elle a un copain de sa classe lors d'un tournoi de rugby ensemble avec l'école qui s'est fait une fracture du fémur, un truc quand même hyper impressionnant et tout. Et donc, c'était un bon ami à elle, donc elle était super triste que son ami se soit fait mal, il est parti avec l'ambulance, il a dû être opéré en urgence et tout ça. Et donc, en fait, elle l'a super mal vécu. Et du coup, elle a fait un cauchemar à cause de ça la nuit. Et elle voir en pleurs et tout. Maman, je suis trop mal. Et en plus, j'essayais de sortir de mon cauchemar. J'y arrivais pas. C'était horrible. Et comme ça, et ça a mis un moment avant qu'elle arrive à redescendre. Elle était tellement mal. Elle me dit, maman et tout, je peux rester avec vous. Je suis vraiment pas bien. Bah, en fait, on a été chercher son matelas. On l'a foutu à côté de notre lit. Et puis, elle a dormi et c'était réglé, en fait. Si on Mm. avait cherché à se battre, non, non, tu vas dormir Ah dans ouais, ta non. chambre. Mais t'es grande, machin. En fait, Non, on non. aurait perdu plus de temps que de prendre 5 minutes à aller chercher le matelas. Enfin voilà, tout Mm. ça pour vous dire que
enfin voilà, même à 10 ans et demi, bah, ça peut arriver que même nous, des fois, on peut faire des cauchemars, des trucs un peu horribles. Alors, on n'est pas bien en fait quand on se réveille du truc. Bon bah voilà, là c'était le même contexte. Et puis bah, là, bah, c'est bon, elle est repartie dans sa chambre. Mhm. Il y a pas de problème. On lui a pas dit, oh là là, mince, elle revient dans notre chambre, donc elle va plus en repartir. Ouais. Ouais, et c'est bien tout à l'heure le parallèle que tu as fait. Moi, j'ai fait l'allaitement et je suis encore en train d'allaiter ma petite dernière de 2 ans et demi jusqu'au sevrage naturel. Du coup, j'ai fait du cododo jusqu'au sevrage naturel et mon fils s'est décidé quand il avait 6 ans où il a dit, bah alors déjà on était en dortoir familial, ma fille a dit, bah c'est bon, j'ai 10 ans, je veux ma chambre, et mon fils a dit, ah mais moi je la suis, je veux dormir avec ma sœur. Et du coup ils sont partis tous les deux, et ça, la transition, ça a été, alors pour moi un peu brutal parce que je m'y attendais pas, mais eux ça s'est très bien passé, ils dorment très bien Ouais, c'est et beau. ça se passe très très bien quoi, vraiment. Et par rapport à ton anecdote, c'est Catherine Dumonteil-Crémer, je crois, qui avait dit ça. J'avais trouvé ça trop mignon que ces enfants, ils venaient retourner dans leur chambre de leurs parents pour dormir avec leur matelas quand ils avaient une peine de cœur à 16, 17 ans. Bon, bref, j'ai trouvé ça trop mignon de dire, ils reviennent voir papa et maman quand ils ont le cœur brisé, pour dormir avec eux. Oui, Donc, c'est comme ça. quoi, Ah voilà. oui, 1,60 m de bonne humeur qui dit qu'elle doit aller retrouver sa fille. Alors, j'avais bien noté tes questions, donc on va répondre à tes questions. Oui, je Et les ai le aussi, oui, replay, t'inquiète. bah, il sera chez Bulle de Parents, le replay. Peut-être qu'il s'affichera directement chez Peut-être. moi. Je sais pas si tu pourras m'ajouter en collaboration ou pas, je sais pas. Mais peut-être qu'il sera du coup chez Betty. J'espère que la mise en replay ne buggera pas parce que des fois ça arrive. Mais sinon, oui, les réponses à tes autres questions, justement, je pense qu'on les aborde bientôt. Donc voilà. Alors, question suivante. Que penser de la méthode 5, 10, 15? Ben, Ah, on oublie, hein. alors, On alors poubelle. c'est la méthode dite chrono-dodo qui veut que en fait on espace en fait notre intervention. Donc on attend 5 minutes, ensuite on attend 10 minutes et ensuite on attend 15 minutes. Bah, en fait, c'est du même acabit que de laisser pleurer son enfant. Surtout un bébé très petit, de toute façon, lui n'a pas la notion du temps. Donc en fait, que vous absentiez 15 secondes, 1 heure, ou il ne fera pas la différence. Bon, son système nerveux, certainement oui, parce que bah, il va pleurer plus longtemps. Mais encore une fois, c'est pas une méthode éducative, plus de la violence ordinaire qu'autre chose. Demandez-vous, vous en pratiquez ce type de méthode. Et en fait, moi, c'est la question à laquelle je réponds dans les accompagnements, et c'est comme ça qu'on peut améliorer le sommeil. Il n'y a pas d'autre façon de faire, il n'existe pas de raccourci, il n'existe pas de pilule miracle. Oui, il y a des enfants avec des tempéraments qui vont demander moins de présence, ou qui vont être plus calmes, ou pour qui l'endormissement sera plus simple, plus facile, c'est vrai. Il y a plein de raisons pour ça. Ça peut être lié au contexte de la grossesse, de l'accouchement, votre état émotionnel, les pathologies qu'a l'enfant, est-ce que le rythme est adapté. En fait, il y a 50 000 raisons qui font que le sommeil d'un enfant se passe mieux pour l'un que pour un autre. Donc voilà, mais en tout cas, pour ce genre de méthode, c'est d'un autre temps. Aujourd'hui, il y a suffisamment de recherches, on se fait suffisamment de choses sur le développement de l'enfant pour mettre ces trucs-là à la poubelle. Voilà, c'est tout. Ouais. Ouais, et comme tu l'as dit, il n'y a pas de méthode miracle. Donc dès qu'il y a quelqu'un qui dit je vais faire dormir votre bébé, c'est bon, suivez ma méthode pas à pas, machin, et qui a dû laisser pleurer ou des choses comme ça, non, on oublie. On laisse tomber. C'est pas la peine. Et en Et c'est plus, alors ça. 5 minutes, attendez 5 minutes. Moi, on m'avait dit faites la planche Franchement, pendant c'est 5 minutes, interminable, vous hein. allez voir, Pour c'est un long. nourrisson, moi je sais pas, hein. Mm. Non. Et en plus, et en fait, même moi, quand j'accompagne les familles, je mets jamais je promets pas en 3 jours, vous allez dormir. Non, en fait, c'est pas possible. On peut pas Ça dépend de prévoir l'enfant. quand on met en place des choses. Quand je mets en place des choses avec les familles, je peux pas prévoir en fait la situation. Il y a des fois quand on effectivement fait un changement de rythme et ah ouais, au bout de 3 jours, ah ouais, c'est miraculeux. En fait, on a chopé le bon truc et en fait, du coup, là, ça se passe super bien et tout ça. Mais il y a des fois, c'est pas comme ça. Et puis des fois, il faut tâtonner, il faut trouver. Il y a plusieurs choses qui se mettent ensemble. Et quand il y a d'autres facteurs, comme comment dire, comme pour bah, les problématiques médicales, ben effectivement, ça va pas se résoudre d'un claquement de doigts en fait. Donc il faut le temps. Autant, il faut que les choses on les mette en place, qu'on puisse faire les bilans, les machins, les trucs. Et voilà. Mais par contre, on est sur le bon chemin. Donc et en tout cas, je veux vous dire aussi qu'on peut faire des choses. C'est pas une fatalité. Surtout, il faut trouver les causes, trouver les choses qui peuvent améliorer.
Et à partir de là, bah, on met les choses en place, mais on peut pas dire comme ça, oui, c'est bon dans une semaine, ou non, Non. ça, c'est pas possible. Mais après, c'est normal qu'avec toutes les informations qu'on a aujourd'hui, les parents qui sont épuisés, ben, on se sent perdu, on ne sait pas, et on se dit, bah, au pire, on tente, on verra bien ce que ça donne. Mais au final, ça peut aussi faire des dégâts, et ça, faut le savoir, il faut en prendre conscience. Moi, je le savais pas au début, hein, donc vraiment, faut pas culpabiliser pour ça. On apprend avec nos enfants, et c'est OK. Mon enfant de 4 ans ne fait toujours pas ses nuits. Est-ce que je dois m'inquiéter? Alors, je Alors, t'entends attends, je suis assez désolée, c'est encore de alterné. mon côté, ça a coupé, alors j'ai pas bien entendu ta question. Excuse-moi. Donc, je recommence. Mon enfant de 4 ans ne fait toujours pas ses nuits. Oui, Est-ce que je dois m'inquiéter? ben, moi, ça m'est déjà arrivé d'accompagner des familles avec des enfants plus grands, bah, jusqu'à 6 ans d'ailleurs. À partir de 4 à 6 ans, c'est là où on dit qu'on commence à avoir une construction de sommeil en fait d'un adulte. Mais en tout cas, oui, ça interroge de savoir pour donc c'est l'endormissement du soir qui est compliqué. Il y a des choses à creuser par rapport à ça, oui. Et peut-être qu'effectivement, je réorienterais vers d'autres bilans complémentaires si c'était nécessaire. Est-ce que, enfin voilà, là, il y a vraiment plein de choses. Alors, il peut y avoir de l'émotionnel, encore une fois. Est-ce qu'il y a eu des vécus, il y a des choses particulières? Est-ce qu'il y a une problématique médicale qui fait qu'en fait, ça gêne le sommeil? Enfin, il y a pas mal de... Encore une fois, il y a pas mal de questions. Mais oui, quand même, je me questionnerais. Quand même à 4 ans, Mhm. que ouais, ça, pour moi, ça pose question. Enfin, en tout cas, il y a des choses. Moi, je serais curieuse d'analyser sa situation, tu vois. Je me dirais, tiens, qu'est-ce qui fait que cet enfant, quand même, à 4 ans, il n'arrive pas à dormir une nuit entière? C'est quand même. Bon, c'est pas habituel, quand même. On Ouais. s'attend. Enfin, voilà, c'est vraiment pas de nuit complète ni rien. Enfin, ouais, à 4 ans, c'est quand même. Ouais, c'est quand même long, là. Ouais. Ouais, c'est long. Et là, du coup, on peut rebondir sur déjà, quand nos enfants, plus ils grandissent, plus ils vont avoir des peurs qui sont nouvelles, qui vont arriver. Ça peut impacter le sommeil, mais aussi, attention à ce qu'on leur met encore une fois sur les écrans. Des fois, on leur met des dessins animés qui sont censés être pour les petits, mais moi, je les trouve d'une violence. Et bah, les miens, ils ont peur. Enfin, ils regardent pas ce genre de dessin animé, c'est pas possible. Donc ça aussi, bah voilà, ça peut impacter le sommeil, forcément. Ouais. En fait, c'est à voir. Est-ce que le fait que cet enfant ne dorme pas, c'est quelque chose qui est depuis toujours? Et oui, oui, bah là, c'est absolument, il y a un truc à creuser. Et voilà. Est-ce que c'est, il y a eu des passages quand même où cet enfant il a réussi à dormir plutôt sereinement et là il y a quelque chose qui revient, donc qui pourrait être effectivement lié à un événement, à quelque chose qu'il a vu, entendu, vécu. Et ça peut aussi passer. Je suis comme toi, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment des dessins animés. Il faut pas croire que parce que c'est des dessins animés, c'est adapté aux enfants. Moi, franchement, je suis comme toi. Il y a des fois, mais c'est quoi ce truc? Des fois, franchement, vaut mieux regarder un vrai film qu'un dessin animé. C'est vraiment, c'est terrible, quoi. Ou un documentaire ou quelque chose comme ça, parce que Mm. les dessins animés, c'est vraiment... en plus, maintenant, c'est des séquences hyper rapides, euh, avec du langage des fois pas très évolué, donc Non. franchement, c'est pas vraiment très favorable à leur développement, c'est clair. Mm. Ouais. Est-ce que c'est possible que notre bébé ou notre enfant ait un rythme décalé naturellement, donc qu'il dorme vers 22 heures? Oui, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui peut arriver quand les bébés sont aux alentours des 6 mois. En fait, leur cycle de sommeil, la plupart du temps, le soir, il est. Alors, tout dépend aussi de l'heure à laquelle se réveille l'enfant. Mais vers cet âge-là, souvent, l'endormissement du soir est plus tard. Et ensuite, il y a certains enfants qui vont naturellement s'endormir plus tard, notamment les enfants qui sont TDAH. On a Mm. remarqué que les enfants sont, comment dire, sont je vais arrêter parce qu'en fait, je viens de dire une question en même temps et du coup, je me suis perdue en route. Oui, les enfants qui sont TDAH, en fait, on a remarqué qu'il y avait une production de mélatonine qui était retardée, qui est produite plus tard le soir. Donc la mélatonine, on appelle ça l'hormone du sommeil. Bon, en réalité, c'est pas l'hormone qui vous fait dormir, mais c'est l'hormone qui favorise l'endormissement. Donc effectivement, bah, si elle est produite plus tard, ça veut dire que vous pouvez avoir une sensation de fatigue, enfin en tout cas de sommeil, qui va arriver plus tard. Donc ça, c'est une possibilité.
Et ça dépend à quelle heure on se réveille le matin. Si le réveil avec un bébé, en fait, notre réveil, il est un peu plus tard le matin parce que nous, on est à la maison, on garde notre bébé. Donc, du coup, c'est de se lever le matin. C'est possible que, du coup, l'endormissement soit plus... il faut veiller, bien sûr, à ce que l'enfant, sur 24 heures, il ait suffisamment de sommeil. Mais effectivement, enfin voilà, faudrait voir. Est-ce que c'est si l'enfant il est joyeux dans sa journée, que tout va bien, qu'il n'est pas surexcité, ni trop énervé, ni grognon, c'est qu'a priori l'enfant il a assez de sommeil. Si c'est pas Ouais. le cas, bon, il y a certainement des choses à voir, des aménagements à faire, etc. Est-ce qu'il est sensible à la lumière? Donc là, en plus avec l'été, il fait encore jour très tard. Voilà, c'est le moment où on va galérer. Voilà, donc il y a des choses après à aménager pour favoriser cette production de mélatonine. Est-ce que l'enfant, il se dépense aussi assez physiquement dans la journée? Est-ce qu'il sort, etc. Enfin, il y a plein de choses à faire du coup pour aussi favoriser une fatigue saine qui aide à l'endormissement du soir. Voilà. Donc en fait, dans l'absolu, je peux pas dire si c'est bien ou si c'est mal. Je, voilà, à certaines étapes de l'âge du bébé, ça peut être normal. Après, il faut voir en fait dans quelle mesure, voilà, comment ça se passe. Et bon, ça, c'est quand je fais l'analyse du journal de vie, notamment, que ça me permet de voir Oui. si c'est OK ou pas et en reposant d'autres questions. Mais Mm. en fait, on peut pas dire tout seul, c'est grave et c'est dangereux. Voilà, non, Ouais. on peut pas. Donc du coup, voilà. Je vois qu'il y avait Leila Slowworking qui avait mis, nous, c'est depuis toujours, on a essayé de creuser, mais on ne voit pas. Tu peux nous donner des pistes où creuser. Euh, en fait, ce qu'il y a, c'est que, comment vous dire, ce que je fais dans les accompagnements, c'est que je demande énormément d'informations à la famille qui me permettent d'analyser beaucoup de points pour pouvoir trouver d'où ça peut venir. Donc, c'est pas évident. En tout cas, j'ai donné pas mal de pistes tout à l'heure. Si c'est au niveau médical, ce qui est euromyofonctionnel, au niveau digestif. Après, ça peut être au niveau du rythme, ça peut être au niveau de la diversification alimentaire ou de comment dire, de l'alimentation en général. Allergie alimentaire, les activités d'éveil, est-ce que le rythme est adapté à l'enfant, est-ce qu'il y a une neuroatypie, est-ce qu'il y a une empreinte émotionnelle au niveau de la grossesse, de la naissance, ou d'un événement entre guillemets traumatique autre. Est-ce que, je sais pas, il y a une relation, une hypervigilance maternelle, un stress particulier qui fait que ça a un impact sur le sommeil de l'enfant. Enfin, il y a pas mal de choses en fait qu'on peut aller voir. Ouais. Ouais, c'est vaste et c'est large. Après, ça peut être aussi même dans le quotidien. Comment ça se passe au quotidien. Ouais. Comment se Voilà. passent ses journées? Ouais, Là c'est où va ça. l'enfant, 4 ans et demi. Comment ça se passe à l'école? Est-ce qu'à l'école, il est sécure? Ouais. Est-ce qu'il est content d'aller à l'école le matin? Est-ce qu'il va au périscolaire? Idem. Mm. Voilà, il y a pas mal de choses de ce côté-là. Mm. Ouais. J'ai Pourquoi? fait un burn-out pendant la grossesse. À voir. Il Par va falloir exemple, un lien. dans le cas, alors là, je donne un truc juste à part, mais par exemple, une maman qui est toujours très stressée, qui arrive quelque chose à son enfant, qui regarde tout le temps, par exemple, qu'elle a peur qu'il respire plus ou autre, ben l'enfant, en fait, il peut se manifester beaucoup pour juste montrer à sa mère que, mais non, regarde, tout va bien, en fait, je suis éveillée, moi. Voilà, c'est un exemple vraiment hors contexte, très caricatural, hein, mais voilà, ça peut être aussi. Euh, C'est un enfant très ah oui, à sensible. l'école, c'est une éponge. Ouais, donc à voir sur l'aspect émotionnel, l'hypersensibilité peut-être, Mm. et ce genre de choses, euh, et comment ça se passe à l'école. Ça peut. Mais ça, c'est. N'hésitez pas à faire des. Surtout à 4 ans et demi, là, on peut vraiment échanger, on peut verbaliser sans induire les réponses, en posant des questions ouvertes pour savoir comment ça se passe et où si c'est voilà, de voir toujours ou si c'est là avec l'ancien, il y a des choses un petit peu qui ont changé. Voilà. Est-ce que oui, pourquoi pas, enfin, voilà, l'hypersensibilité, il y a des choses aussi là-dessus. Donc après, là, on peut agir aussi sur d'autres plans, sur ce que fait l'enfant dans sa journée, le soir, l'alimentation, l'aspect, les enfants, tout ce qui est essentiel, ça peut aussi être intéressant.
C'est des enfants qui peuvent être assez réceptifs à tout l'aspect justement sensoriel pour les aider. Ouais. Après, là, c'est difficile d'en dire plus sans avoir. Enfin, voilà, sans Bah, être sans vraiment faire dans un vraiment truc, un dans vrai un suivi, en accompagnement fait. personnalisé, parce que voilà, je vais pas avoir tout le contexte ni les questions à me poser, mais voilà, Mais plein d'essayer de de courage. faire ça. Mais oui, plein de courage. Pourquoi mon bébé se réveille toujours en pleurant fort alors qu'il est en cododo et qu'il est allaité? Ah, juste pour rebondir, elle disait les fleurs de bac avaient bien marché. Donc, tu as un enfant quand même assez réceptif. Donc, bah, si ça avait marché, voir quelle fleur de bac en relation avec quelle émotion justement avait fonctionné pour justement trouver un petit peu quelle est la problématique. Dans ce cas-là, peut-être justement l'événement ou l'aspect émotionnel. J'espère que ça n'a pas coupé pendant que je parlais. Un petit peu, mais c'est décalé, mais c'est bon, je crois que c'est bon. Ok, On entend oui, en fait en je disais. accéléré. Ah, d'accord. Oui, ça rattrape après. D'accord. Oui, je disais, si les fleurs de bac ont bien marché, c'est que certainement il y a une capacité d'être assez réceptif au terme de sensibilité. Donc, pour pas voir aussi du côté kinésiologie, par exemple, Hmm. pour trouver au niveau émotionnel s'il y a un événement particulier, etc. Et ça peut vraiment aider aussi pour dénouer des choses. Ouais. Du coup, pourquoi mon bébé se réveille toujours en pleurant fort alors qu'il est en cododo et qu'il est allaité? Hmm, toujours. C'est moi le mot toujours qui me paraît bizarre, qui me met la puce à l'oreille. Il se réveille Parce que bon, toujours en pleurant fort. toujours en plein enfant, d'accord. Hmm. Alors, à voir, est-ce que il se réveille, enfin, on a l'impression qu'il se réveille, mais en fait, il se réveille pas vraiment. Ça peut être entre deux cycles, ou des fois, les enfants dans la vie, on sait pas pourquoi. Quelques secondes, 30 secondes, et puis hop, ça s'arrête, et en fait, ils enchaînent, ils continuent à dormir. Ça peut arriver. On peut avoir des fois l'impression que les enfants se réveillent, alors qu'en fait, c'est dans un enchaînement de cycles de sommeil, ou même ils peuvent parfois ouvrir les yeux, etc. Après, maintenant, euh, que ça soit tout le temps, ça me paraît quand même curieux. À voir à quelle fréquence sont ces réveils. D'accord. Parce que sinon, Hmm. peut-être qu'on retombe dans la même question d'un problème peut-être digestif, quid, reflux, etc. Hmm, hmm. Pourquoi pas? Parce Ok. que tout le temps, ça me paraît, c'est quand même bizarre. Hmm. Naturellement, un bébé ne se réveille pas tout le temps en pleurant. Surtout s'il est en cododo, il n'y a pas de raison apparente en fait qu'il se réveille en pleurant, Non. en disant tiens Hmm. maman n'est pas là, ou oui c'est. Ou alors, ça peut arriver des fois quand un bébé est réveillé parce qu'il y a eu un bruit fort, on a dû le réveiller pour aller quelque part, du coup il était dans son sommeil, et ben, le fait qu'on se réveille, oui, il pleure, ça peut arriver, ça Mhm. oui. Mais là, s'il se réveille de lui-même, en pleurant, il est en cododo, il a quelques mois, donc on n'est pas sur du cauchemar, on n'est pas sur des éveils confusionnels, enfin, c'est pas ce genre de choses en fait. Enfin, Mhm. normalement, non. Donc, je questionnerais peut-être une problématique ouais, peut-être digestive parce que ça me paraît bizarre. Ouais. Et du coup, si ça revient, si c'est tout le temps et qu'il y a beaucoup de réveils nocturnes, enfin beaucoup, j'entends. Quel âge avait le bébé? Il n'y a pas écrit l'âge du bébé. D'accord. Enfin, si ça revient, on va dire plus de 3, enfin, on va dire que jusqu'à 3 réveils pour un bébé allaité la nuit, on considère que c'est physiologique pour le maintien de la lactation, l'allaitement, etc. Si c'est plus, il faut se poser effectivement la question s'il y a quelque chose peut-être à aller chercher, je ne sais pas. Ok. À creuser. Parce Euh, que tout le temps, ouais. c'est pas normal. Ouais. Ça devrait pas arriver. Comment faire pour que bébé de 13 mois ne pleure plus quand je pose Mm. pour le dodo? Ok. Donc là, à voir en termes de. Est-ce que quand on le pose, il est bien dans un sommeil profond? Parce que les 20 premières minutes à peu près, on peut être encore en sommeil léger et des fois, bah, le fait qu'il y ait un changement dans ce moment-là, naturellement, notre cerveau est encore un petit peu en semi-alerte et donc s'il y a un truc qui bouge, pouf, ça peut nous réveiller. Donc
par exemple, de vérifier qu'on sent que notre enfant, on a l'impression qu'il pèse plus lourd, que vraiment tous les muscles sont relâchés, la respiration elle est profonde, même parfois il y a un soupir. Et là, Ouais. normalement, on sait qu'on est en sommeil profond. Normalement, on doit avoir la possibilité de poser notre enfant sans que ça réveille, sans que ça pose problème. Mm, Après, le fait qu'on se sépare au niveau du corps, il y a une désynchronisation justement au niveau cardiaque. Il y a le côté de la chaleur qui va plus se faire. Donc, en fait, d'essayer de faire la dépose lentement, de manière allongée, pour essayer vraiment de garder ensuite le contact physique, pour pas que ça fasse une séparation trop brutale et que du coup, en fait, ça réveille parce que l'enfant, il sent qu'il y a un truc qui a ouais. changé. Enfin, c'est dans l'inconscient, hein, c'est le cerveau qui mouline tout seul. Mm. Donc voilà. Après, à voir si à 13 mois, ça pourrait le faire de rester à côté de lui, que en fait l'enfant soit dans son lit, mais qu'on reste à côté de lui, qu'on ait la main sur lui et que du coup il s'endorme déjà dans son lit, mais avec notre D'accord. présence. Ouais. Parfois, ça peut aider parce que c'est vrai que sur les enfants plus grands, souvent, enfin, passé 1 an, souvent la dépose, elle peut être un peu plus compliquée que sur un bébé plus Ouais. petit. Donc, parfois, le fait qu'il s'endorme dans son lit, même avec notre présence, avec notre main, peu importe, parfois, ça peut faciliter ensuite le fait qu'on retire notre main et qu'on puisse partir. Mm. Donc, à voir suivant la sensibilité aussi de l'enfant. Et après, il y a des techniques de pause qui peuvent aider à déposer le bébé dans le lit pour éviter qu'il se réveille aussi, Mm, mm. du coup, à tester. Mais en plus, je sais Euh, qu'à des fois, 13 mois, il commence à peser un peu. Donc, ben oui. c'est vrai que ça peut être sympa aussi à voir comme ça. Mm. Comment éviter les réveils nocturnes? Oh là, très vague question. Si quelqu'un C'est sait, tout on est un. preneuse. Non, mais là, il faut une master. Bon, on se relance dans un live de 2 heures. Alors, voyons voir. Bon, en plus, là, bon, effectivement, c'était la même personne peut-être. Oui, c'est les dernières questions, c'est celles que tu as eues. Donc oui, c'est la même personne là. D'accord, donc c'est un enfant qui a 13 mois. Oui, parce que j'allais dire suivant l'âge en plus. Oui, donc enfant de 13 mois. Euh, alors là, beaucoup de réassurance généralement, donc avoir effectivement émotionnel dans ce cadre-là. À voir aussi si les réveils ils sont dus à une problématique, par exemple respiratoire, voir si est-ce que le bébé il dort la bouche ouverte, la bouche fermée, est-ce qu'il ronfle, est-ce qu'il fait du bruit. Voilà, il peut y avoir des choses de cet ordre-là qui vont aussi favoriser les réveils nocturnes parce que pas un sommeil profond et donc un Hmm. réveil plus facile entre les cycles. Ça, c'est quelque chose qui est en plus de plus en plus courant. Ouais. Euh, donc ça peut être ça. Trouver aussi éventuellement ce qui va permettre à l'enfant de s'auto-apaiser et de s'aider à continuer la nuit. Est-ce que ça peut être un doudou, par exemple, qui a l'odeur de maman, donc de faire rentrer on appelle ça l'objet transitionnel, qui soit toute la journée avec l'enfant, du coup, c'est quelque chose qui fait partie de son environnement et qui va garder avec lui, du coup, même aussi la nuit et qui, par le biais de l'odeur, mine de rien, ça fait une stimulation de ce système sensoriel qui peut amener aussi de la réassurance au niveau de olfactif. Euh, donc voilà. Et après, avoir justement d'autres sujets. Parfois, il peut y avoir aussi des problématiques au niveau de l'alimentation. Ça aussi, je l'ai déjà vu en accompagnement. Voir si l'alimentation en journée est optimum. Il peut y avoir des enfants, même à 13 mois, qui se réveillent la nuit parce qu'en fait, ils ont faim. Hmm. Donc, à creuser aussi de comment se passe la diversification alimentaire et Ouais. l'alimentation de l'enfant. Hmm, hmm. À voir aussi, est-ce que l'enfant est dans un bon développement et que c'est des éveils longs. Et en fait, là, c'est pareil, ça va travailler sur la journée pour proposer des activités qui correspondent à son besoin de développement du moment et qui vont lui permettre de ne pas chercher à s'exercer la nuit pendant 2 heures. Ouais. Typiquement, l'enfant qui se met à marcher et qui, Ouais. pendant 2 heures, on a l'impression qu'il est pumped up, les yeux grands ouverts. En fait, il exerce cette compétence et en Hmm. fait, le cerveau, jusqu'à ce que cette compétence soit développée, il va continuer à faire ça. Ouais. Ouais, ouais. Bah, moi, c'était mon fils. Il voulait plus aller se coucher. Il était juste trop content. Il voulait marcher. Il voulait explorer. Moi, j'en pouvais plus. Mais lui,
Voilà, c'était non, non. Et ça a Ça. duré un petit moment et après, bah, voilà, c'est passé et il a retrouvé un sommeil normal. Quand je ne suis plus là, elle pleure pour que je la prenne avec moi la nuit. Comment faire? Ah oui, quand je ne suis plus là la nuit, elle pleure pour que je... Ok. Ah oui, donc c'est la même personne. Donc, Oui, ouais, il faudrait voir. J'aimerais bien creuser un truc, oui, émotionnel aussi. Euh, un événement, quelque chose. Le rendormissement, du coup, bah, elle a besoin d'aide pour se rendormir. Euh, alors, avoir où ce bébé dort, est-ce que temporairement, c'est possible peut-être de redormir directement avec l'enfant pour le resécuriser, pour ensuite pouvoir repartir, enfin voilà, sortir du lit et ne plus faire entre guillemets, ne plus faire de cododo, s'il y a eu du cododo avant, euh, avoir de ce côté-là. Parfois, en fait, il y a une phase comme ça de besoin de réassurance, en fait, pour pouvoir après, entre guillemets, reculer pour mieux sauter. ouais, ouais. Donc Puis en ça, plus, on rappelle, c'est normal qu'un enfant ait besoin de sa maman, surtout petit, pour se rassurer, pour s'endormir de manière apaisée et se sentir sécurisé. Donc, faut pas avoir peur de se dire, ouais, mais là, si je recommence le cododo, je m'en sors plus. En fait, je vais être prise au piège. On n'est jamais pris au piège avec nos enfants. On est là pour les accompagner. Et si ça peut permettre à tout le monde de bien dormir, bah franchement, allez-y quoi. Parce que le sommeil, c'est trop précieux. Quand on est maman, on a trop besoin de dormir. Donc, voilà, si ça peut vous permettre de dormir, ben c'est pas grave et c'est ok. Il faut pas culpabiliser pour ça et des fois il y a peut-être la famille ou l'entourage ou peut-être du personnel soignant parfois qui peut juger, qui peut dire que c'est pas sain, que c'est pas bien. Mais non, les enfants ils ont besoin de nous, c'est normal et euh, et voilà, enfin souvent on est en lutte un peu contre nos enfants pour qu'ils dorment et ça devient clairement un rapport de force et c'est là où du coup ça va pas du tout parce que ben lui il va lutter parce qu'il a besoin de nous, nous on va lutter parce qu'on veut le lâcher et au final ça devient galère quoi. ouais, c'est ça. Faut pas se mettre de barrières en se disant ah non, je vais retourner faire du cododo, c'est pas bien, etc. Mais quand même, c'est vrai que s'il y a beaucoup de réveils, que c'est toujours difficile de poser, etc. Il y aurait quelque chose peut-être à creuser au niveau du système vestibulaire, peut-être si c'est un bébé qui a vraiment besoin d'être bercé tout le temps, etc. Donc ça aussi, c'est d'autres types qui sont possibles de proposer. Donc voilà, il y a pas mal de choses en fait qu'on peut faire aussi par rapport à ça. Euh, Après, encore une fois, bon bah là je suis pas dans la situation précise, mais voilà, à voir si en étant vraiment avec l'enfant toute la nuit, etc. Est-ce que ça s'arrange ou pas, ou est-ce que ça change rien du coup. Ça serait intéressant aussi à voir. Ok. Bah, j'ai fait le tour des questions. Ah zut, c'est tout figé. Ah voilà, c'est bon. C'est bon, terminé. Décidément, c'est vraiment une catastrophe. Ouais, j'ai fait le tour des questions. On a vu toutes les questions qui nous ont été posées pour ce live. Donc, merci beaucoup d'y avoir répondu. On voit là que le sommeil, c'est vraiment propre à chacun et qu'il y a tellement de pistes qu'on peut explorer que, bah, voilà, on peut pas, il n'y a pas de réponse universelle pour le sommeil des enfants. Et surtout que, bah, en tant que parent, on fait comme on peut. Mais en tout cas, j'espère que ça aura pu donner des pistes, ça aura pu peut-être bah, guider un petit peu les mamans qui étaient avec nous, qui nous ont posé ces questions, qu'elles vont peut-être se mettre un peu moins la pression pour bah, faire dormir absolument leur bébé bien comme il faut, comme on leur a dit qu'il fallait faire et qu'en fait ça fonctionne pas, et qu'elles vont surtout arrêter de se mettre la pression. Merci encore Nathalie d'avoir été là. Moi je suis ravie d'avoir été avec toi et de te retrouver pour la masterclass que tu vas proposer dans la formation pour le tunnel du soir apaisé. Et bah, si tu as autre chose à dire que tu veux rajouter, bah tu peux. Alors j'ai un petit mot de la fin, si ça veut bien ne pas couper. Euh, Punaise. Ah, c'est terrible ce truc. Bon, t'es figé. Alors on attend le mot de la fin, il y a un suspense dingue.
Ah, mais décidément, juste un enfer. Tu m'entends? Ok. Ah, mais je te jure, l'application est encore fermée. J'ai des bugs en ce moment avec Instagram, c'est juste, c'est la tannée. Oui, je disais, je voulais juste terminer sur souvent quand vous allez vers des solutions entre guillemets dites miracles, c'est parce que vous êtes au bout du rouleau et que du coup vous vous dites il faut que je trouve une solution vite parce que là je n'en peux plus et donc je cherche la solution miracle. Mais Mm. du coup, bah, c'est pas en fait la solution. Au contraire, ça va vous emmener que dans des cul-de-sac. Donc du coup, c'est plutôt le moment de vous tourner vers des personnes qui vont être en capacité d'analyser le sommeil de votre enfant, de regarder de tout ce qui va pouvoir être en lien avec ce sommeil et de vous donner des vraies pistes, des vraies explications aussi de compréhension sur le sommeil de l'enfant, etc. Et pas des choses que soit en fait de toute façon, quand vous allez être dans le rendez-vous, vous allez répondre pas et en fait, vous aurez payé, mais en plus, vous n'avez même pas question de donner comme conseil pour l'enfant. Or, vous êtes entre guillemets désespéré et des fois, ça m'arrive d'avoir des parents après qui viennent me voir et qui disent bah ouais, je regrette, j'aurais pas dû faire ça, mais on était tellement au bout du rouleau qu'on savait plus quoi faire. Ou qui vont dire bah en fait on a essayé mais ça n'a pas marché. Donc voilà, juste au moins éviter ce genre de pratiques qui ne seront pas bénéfiques ni pour vous ni pour votre enfant et essayer d'aller voir des gens qui vont plutôt vous aider à être dans la compréhension, rechercher les causes, être positif, vous accompagner, vous soutenir euh, et ça sera beaucoup plus bénéfique. Voilà ce que je voulais vous dire. Ben, super. Merci beaucoup. On se retrouvera très vite. On a eu un Avec bon plaisir. live d'1 heure et demie. Donc, merci beaucoup Oui, pour ton temps. je suis toujours très bavarde. Non, mais c'était super intéressant et il y a eu plein de clés, de données, donc j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider. En tout cas, restez pas seuls. Je sais trop à quel point c'est une torture le sommeil, donc force à vous les mamans et ne culpabilisez pas. Vous faites votre maximum, mais vraiment. Donc ça va aller. Des solutions existent, donc restez pas toute seule dans votre coin avec vos ennuis de sommeil. Et puis, bah, Nathalie, je te souhaite une bonne fin de soirée et puis on se Ok, reparle très vite. oui. Tu vas mettre le live en replay du coup? Ouais, je vais le mettre en replay. Ok, super, parfait. Tu peux le mettre en collaboration si tu veux. Je sais plus exactement la manip, si c'est possible ou pas avec tous les changements, les machins. Et si ça bug, bah tant pis. Hein, mais bon, Mais il y aura j'essaierai une de le dizaine faire, ce ouais. Si soir, je peux, donc je le ferai. Ça marche. on sait toujours pas. Voilà. Bon, bah Ben, bonne soirée et bonne nuit. bonne nuit à tout le monde. On a expérimenté le tunnel du soir ensemble. On sortait du tunnel du C'est soir ça. pour pas en parler. Maintenant, on va aller vers le sommeil. Donc, bonne nuit à tout le monde et puis à très bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Bye bye.